Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs qui nous suivez sur la chaîne nationale ORTB, bonsoir. Nous sommes ici à la salle du peuple du Palais de la Présidence pour vous faire vivre la cérémonie de lancement du PAG, le programme d'action du gouvernement 2016-2021. Merci de nous rester fidèles. Vous avez un événement inédit, ne vous le faites pas raconter. Nous allons vous inviter à suivre la vidéo qui nous présente le pilier. Toujours, nous sommes dans l'acte 3 de cette présentation et nous allons vous présenter le pilier 2 avant que les panélistes ne s'installent. Retour, amis téléspectateurs, ici même dans la salle du peuple de la présidence de la République de notre cher et beau pays, le Bénin. Je précise que vous suivez en ce moment même la cérémonie de présentation du programme d'action du gouvernement 2016-2021. Et là, nous abordons le pilier numéro 2. C'est un pilier qui comprend 3 points essentiels. Je vais citer rapidement la transformation structurelle de notre économie. Je vais citer l'amélioration de la croissance économique. Je vais également citer l'amélioration des performances de notre éducation. Mais avant d'aborder ces 3 thèmes, amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, je voudrais me tourner là maintenant vers Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, que je vous prie de recevoir s'il vous plaît, puisqu'il vient nous présenter le cadre macroéconomique. Monsieur Romuald Ouadagne, vous avez la parole. Merci, monsieur le journaliste. Merci à vous. Monsieur le Président, chers invités, chers téléspectateurs, je vais donc vous parler rapidement du cadre macroéconomique du Bénin. Parler du cadre macroéconomique consiste, à partir de données chiffrées, à analyser les performances économiques d'un pays et aussi à mesurer la capacité de l'État à tenir ses engagements de façon durable. Les engagements de l'État, finalement, c'est quoi? C'est assurer le fonctionnement des administrations et des institutions, payer les salaires. 2, c'est honorer ses engagements, notamment payer ses dettes. Et enfin, c'est investir pour l'avenir. Pour analyser donc notre cadre macroéconomique, il existe toute une batterie d'indicateurs qu'on appelle des agrégats macroéconomiques. Mais ici, je voudrais en prendre 3. Le premier, c'est celui qui mesure la croissance de notre production, donc le taux de croissance. Le deuxième que nous allons voir, c'est celui du niveau du déficit, c'est-à-dire l'écart qui existe entre ce que nous avons et ce que nous dépensons. Et enfin, le troisième, c'est celui du niveau de notre dette. Nous allons donc démarrer par celui du niveau de croissance. Et je vais me servir donc du graphe projeté pour vous dire que, comme vous pouvez le remarquer,
le Bénin, sur les 10 dernières années, a connu une croissance en moyenne de 4%. Mais en réalité, cette croissance de 4% a deux caractéristiques majeures. La première, c'est qu'elle est insuffisante. Et la deuxième, c'est qu'elle est volatile. Elle est insuffisante parce que, compte tenu du niveau de développement et de la croissance démographique, il faudrait un taux de croissance d'au moins 7% sur une période d'au moins 3 ans pour véritablement enclencher la réduction de la pauvreté. Elle est en fait volatile parce que, comme vous le remarquez, nous avons connu des pics en 2014 autour de 1,7% de taux de croissance et 6,9% de croissance en 2013. Cela démontre une économie qui n'a pas la capacité de résister face aux chocs. Une économie qui fluctue autant, c'est une économie qui n'est pas résiliente aux facteurs exogènes et endogènes. La réponse du gouvernement à ces doubles défis d'insuffisance de croissance et de croissance volatile, mais c'est de faire des réformes et de faire des investissements massifs. Des investissements pour accroître la production de richesses, des investissements pour diversifier notre économie et enfin des investissements pour révéler, je dis bien donc pour révéler le potentiel du secteur porteur. Je voudrais ici parler du tourisme dont nous allons parler tout à l'heure, mais je voudrais également parler de l'industrie du savoir et de l'innovation. Le chef de l'État a rappelé tout à l'heure notre histoire de quartier latin de l'Afrique. Et cette industrie, donc de l'industrie du savoir, sera une des industries porteurs de notre économie désormais. Donc tout au long des présentations qui vont suivre, vous allez voir donc l'accent qui est accordé sur ces mesures. Et quand nous allons faire ça, nous allons pouvoir conduire notre taux de croissance donc au-dessus de la base de 7% dès l'année 2018. Je propose de passer maintenant au deuxième indicateur qui est celui du niveau de notre déficit, donc de l'écart qui existe entre ce que nous dépensons et ce que nous avons. Comme vous le remarquez sur ce graphique, le Bénin, sur les 3 dernières années, a connu une accélération de l'aggravation de son déficit budgétaire. Et ceci sans qu'en face, nous n'ayons des investissements pour créer de la richesse. En réalité, il s'agit de déficits pour financer le fonctionnement de l'État. Dans ces conditions, il est impossible de réduire la pauvreté. D'ailleurs, le taux de pauvreté, sur la même période, a considérablement augmenté. Ce que nous avons fait, à partir de 2016, quand nous sommes arrivés, c'est de faire un collectif budgétaire qui a consisté, grâce à l'initiative de chef de l'État, déjà de réduire la taille du gouvernement et après de prendre un certain nombre de mesures pour plus de rigueur dans la gestion des dépenses publiques. Nous avons réussi à faire un collectif qui ramène le niveau du déficit à 4% pour 2016. Et pour 2017, nous avons fait mieux. Nous avons fait mieux parce que pour la première fois, nous avons présenté un budget avec un niveau de déficit hors investissement public qui est à l'équilibre. Le taux de 12,5% que nous voyons là est un taux de déficit exclusivement justifié par des investissements productifs. Nous avons un budget de 2 000 milliards et des investissements de 808 milliards. Le niveau de déficit est à 600 milliards. Vous voyez tout de suite qu'il y a un gap de 200 milliards qui montre que si nous n'avions pas fait autant d'investissements, si nous avions fait le même niveau d'investissement historique, nous aurions eu pour la première fois un budget à l'équilibre. Donc on voit bien la tendance au resserrement des dépenses de l'État, à une meilleure gestion des finances publiques, et donc le déficit qui annonce une hausse historique et unique en 2017 sera fait pour amorcer la transformation économique de notre pays. Et ça, dans notre programmation, nous conduira à un niveau de déficit à 2,1% en 2021. Je viens d'expliquer que le déficit est expliqué uniquement, est justifié uniquement par les investissements à faire. Si nous conduisons le niveau de déficit à 2,1%, ça ne veut pas dire que nous allons plus investir. D'ailleurs, il est impossible de terminer, d'achever la transformation économique, la transformation structurelle d'un pays en 3 ans. Il s'agit d'amorcer l'élan et de poser les fondements pour que le dynamisme soit en place. Et donc, les investissements vont se poursuivre, mais en réalité, s'il y a moins de déficit, c'est parce que les réformes porteront leurs fruits et nous allons faire tous les efforts qu'il faut pour améliorer la mobilisation des ressources propres. Nous sommes partis d'un budget aujourd'hui de 2 000 milliards, comme je l'ai dit, avec 1 000 milliards de ressources propres et 1 000 milliards de dettes à aller chercher. Notre ambition, d'ici la fin du mandat, en 2021, c'est d'arriver à 70% de contributions propres et 30%, donc maximum, de dettes à chercher, contre 50% de ressources propres et 50% de dettes. Je voudrais enfin vous parler de notre niveau d'endettement. Alors vous avez sur ce graphe
deux courbes. La courbe en bleu montre le niveau de notre dette de 2005 jusqu'en avril 2016. Et en rouge, le niveau à partir d'avril 2016 et la projection que nous faisons. Effectivement, le Bénin est parti d'un taux d'endettement d'un peu moins de 10% dans les années 2005-2006 pour arriver à un niveau de 70% fin mars 2016. Nous avons immédiatement pris les mesures à notre arrivée pour corriger ce niveau grâce à l'annulation des projets qualifiés de partenariat public-privé pour 1 200 milliards, ce qui nous a permis de descendre en dessous de la barre de 50% du PIB et de poser les conditions maintenant pour des investissements de la dette structurante et cohérente par rapport aux investissements que nous allons faire. Donc nous prévoyons, en lien avec ce que vous venez de voir sur le niveau de déficit, d'avoir un pic dès 2018 à 63% du PIB, qui reste un niveau largement en deçà des critères de convergence. Les critères de convergence nous obligent à ne pas atteindre le plafond de 70%, plafond atteint lorsque nous sommes arrivés ici le 6 avril. Donc nous plafonnons à 63% notre niveau d'endettement, et grâce aux mesures que nous faisons, d'une part pour améliorer les recettes et les ressources intérieures, et d'autre part pour dynamiser l'économie, accroître le potentiel donc, interne, nous allons pouvoir continuer à investir, mais en ramenant le niveau d'endettement à un niveau totalement soutenable, qui est de 38,5% à horizon 2032. Vous voyez donc que pour réussir à faire ça, de la même manière que pour réussir à financer les investissements, il faudrait un sacrifice collectif. Il faudrait un investissement de tous. Parce que la clé dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de passer d'un niveau de mobilisation des ressources intérieures qui doit passer de 50% aujourd'hui à 70% de notre budget, de financement de notre budget. Pour le faire, il faudrait que tout le monde joue son rôle. Il faudrait que chacun assume son devoir de citoyen. Il faudrait que chacun assume son devoir de contribuable. Et sans complaisance, nous y veillerons. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre des Finances, de l'Économie et des Finances. Rigueur, méthode, productivité. On peut dire que ce sont là les mots-clés qui transparaissent, vous le voyez, à travers ce programme ô combien ambitieux. Programme d'action du gouvernement que nous vous présentons officiellement et en toute transparence ce soir. On peut dire que ce sont vraiment des bourreaux du travail, comme on dit en règle générale. Ils sont déjà installés pour le deuxième panel sur le thème de l'amélioration de la croissance économique. Sur scène, donc, les différents ministres au niveau des secteurs que sont l'énergie, l'agriculture, les infrastructures, le tourisme, l'industrie et l'économie. Permettre au Bénin d'accéder à une indépendance énergétique grâce à des solutions innovantes et assurer l'accès potable pour tous, telles sont quelques priorités de son secteur. Monsieur le ministre, vous êtes très attendu par les Béninois sur ce sujet. Dites-nous ce que vous avez prévu sur ces 5 ans pour résoudre les problèmes existants. Monsieur le ministre Donat Jean-Claude Rousseau, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, je retiens une phrase du chef de l'État qui est « L'énergie doit être le sang qui coule dans les veines de chaque Béninoise et chaque Béninois ». Et quand on est arrivé, la situation désastreuse dans laquelle nous avons trouvé le secteur de l'énergie nous a obligés à prendre des mesures radicales, provisoires, pour répondre aux besoins urgents en matière d'énergie électrique, à la fois pour les ménages, mais également pour les entreprises, nos artisans, nos industriels, pour lesquels c'est un intrant incontournable. Dans le même temps, nous avons commencé à travailler pour l'avenir, le moyen long terme. Nous avons entrepris donc de doter notre pays de centrales électriques pour assurer de manière définitive la disponibilité permanente de l'électricité à l'horizon 2019. Pour cela, le gouvernement a pris un certain nombre d'actions phares dans le secteur de l'énergie, notamment pour les mesures urgentes qui sont déjà en cours. C'est d'abord avant tout l'allocation de groupes de production d'une capacité de 150 MW. C'est historique dans ce pays. Et ces 150 MW seront opérationnels dès la semaine prochaine. C'est également la réhabilitation d'un parc de production de la SBE qui est resté à l'arrêt depuis des années, pour certains depuis plus de 5 ans. Le gouvernement a décidé de les réhabiliter et la réhabilitation a commencé sur les sites de Porto Novo, de Nati Tengou et Parakou.
Mais à côté de ce programme d'urgence, ce qui compte, c'est comment on voit l'avenir. Parce que le Bénin doit être un grand pays où des investissements en matière d'énergie doivent être dans le moyen long terme. On doit savoir dans 10 ans qu'est-ce qu'il nous faut en matière industrielle, en matière des ménages, pour pouvoir accompagner l'énergie nécessaire à cela. Ce qui a été décidé, c'est d'abord, avant tout, la construction par le secteur privé sur le site de Maria-Gleta de 2 centrales bicombustibles, gaz et combustible liquide, correspondant à 2 fois 120 MW, c'est-à-dire 240 MW en mode de partenariat public-privé. Le gouvernement a décidé, en fait, de ne pas regarder dans le rétroviseur, parce que vous vous souvenez tous du fiasco du projet de Maria-Gleta, mais tourner résolument vers l'avenir à travers le pare-brise avec des investissements importants, notamment, en plus de ces 2 centrales privées de 240 MW, l'État va construire également une nouvelle centrale bicombustible, gaz et combustible liquide, de 120 MW, pour un total de 360 MW. Alors, évidemment, on voudrait que l'énergie soit au moins coût possible, et pour cela, nous avons besoin du gaz. Donc, le gouvernement a décidé la construction d'un terminal de regazéification flottant dans le port de Cotonou pour alimenter toutes les centrales en gaz pour l'équivalent d'au moins 500 MW. La construction aussi d'autres moyens pour améliorer le mix énergétique de notre pays. Nous sommes un pays qui est doté, je dirais, en capacité énorme de soleil, et le renouvelable, le gouvernement a décidé de ne pas tourner dos au renouvelable. Pour cela, il y a plusieurs projets qui nous permettront d'avoir, à travers le secteur privé, l'équivalent de 35 MW en solaire, mais également par l'État, avec un certain nombre de soutiens, une centrale de 65 MW. Et ces centrales seront réparties sur toute l'étendue du territoire, de la Donga, la Liborie, les collines, les plateaux, pour ne citer que cela. Mais il faut noter également qu'il y a une volonté de continuer à éradiquer définitivement les difficultés, les souffrances rencontrées par nos populations en intégrant la construction avec le Togo d'une centrale hydroélectrique de 147 MW à Adjarala. La mise en œuvre de toutes ces actions permettra au Bénin de disposer par lui-même de 500 MW environ d'ici fin 2018, comparé à presque zéro aujourd'hui qu'on a en termes de capacité propre. Et pour compter de 2017, on peut conjuguer au passé les délestages et les coupures d'électricité. Dans le secteur de l'eau, notre ambition, c'est de donner l'accès à l'eau potable à tous, l'accès universel à l'horizon 2021, qui est une grande ambition. Et comme l'a souligné tout à l'heure le chef de l'État, il y a une détermination forte pour y arriver. Et cela se traduira par un certain nombre d'investissements à travers des projets phares qui nous permettront d'apporter de l'eau potable à plus de 5 millions de nos concitoyens d'ici 2021, dont 2,5 en milieu rural pour l'équivalent de 12 000 localités qui sont aujourd'hui sans point d'eau moderne fonctionnel. Ces projets vont se retrouver autour de la réalisation d'1 millier de forages à gros débit, la réalisation d'environ 1300 nouvelles adductions, mais également la réalisation et la réhabilitation de près de 6 000 forages équipés de pompes. Mais tout ça avec un appui à l'intermédiation sociale, la mise en affermage et en gestion déléguée pour permettre au privé de mieux s'impliquer dans ce domaine ô combien important et vital pour nos concitoyens, mais aussi le renforcement de la maîtrise d'ouvrage communale pour donner la main aux communes dans ces domaines. Pour y arriver, il faudra des réformes majeures, dont 2 que je vais exprimer. C'est d'abord et avant tout la création d'une agence d'exécution pour l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Deuxièmement, c'est la restructuration de notre Société nationale d'eau par la séparation de la gestion du patrimoine et de la gestion de l'exploitation. Vous voyez bien que toutes ces actions représentant un investissement de plus de 500 milliards permettront d'assurer un taux de desserte qui est aujourd'hui de 67,6% en milieu rural et 84% en milieu urbain et périurbain, à 100% dans le milieu rural et le milieu urbain et périurbain d'ici 2021, traduisant ainsi la volonté du gouvernement
a avancé de 10 ans l'objectif des Nations Unies qui est de permettre l'atteinte de l'objectif du développement durable en 2030. Enfin, le secteur minier, qui a été un secteur très souvent abandonné, alors que notre pays regorge de ressources, notre sous-sol regorge de ressources immenses qui doivent être un levier de développement. L'ambition de ce gouvernement, c'est de développer ce potentiel et de faire en sorte que la promotion de ces ressources puisse apporter des retombées nécessaires au développement de ce pays et pour le bien-être de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Faire du secteur agricole un levier important de développement économique et de création de richesses, c'est une autre ambition du PAG au cours de ce quinquennat. Et celui qui en a la charge, celui qui est en charge du département de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, M. Delphin Oloronto-Kondondé, va nous dire ici comment compte-t-il mener à bien cette ambition, cette volonté affichée. Bonsoir, Monsieur le Président, chers invités. Pour le secteur agricole, notre stratégie repose sur l'amélioration des productivités par la modernisation de l'outil agricole et l'apport intelligent d'intrants. Il sera mis en place à compter de 2018 un vaste programme de fourniture de machines et d'outils agricoles modernes adaptés, accompagné de la formation nécessaire. La promotion des filières telles que ananas, anacarde, culture maraîchère, maïs, riz, manioc, aquaculture continentale, viande, lait et œufs de table. La promotion de l'entrepreneuriat agricole avec la mise en place de fermes-écoles et un dispositif de financement accompagné. La maîtrise de l'eau pour une production agricole continue en toute saison, l'organisation rigoureuse de la transhumance, des mesures incitatives telles que des exonérations fiscales et douanières pour la fourniture des facteurs de production. Pour la mise en œuvre de ce programme ambitieux, un nouveau cadre institutionnel a été adopté. Il consiste en la création de 7 pôles de développement agricole répartis sur le territoire et gérés par des agences territoriales de développement agricole. Pour assurer les fonctions régaliennes de l'État, c'est-à-dire le contrôle de la régulation du secteur, nous mettons en place 12 directions départementales de l'agriculture. Enfin, nous investissons dans le renforcement de la recherche agricole, la maîtrise de l'eau et l'aménagement des vallées. À titre d'exemple, il sera procédé à l'aménagement de la basse et moyenne vallée de l'Ouémé sur 6 000 hectares, ce qui permettra l'installation de plus de 5 000 jeunes exploitants. Au total, le secteur agriculture va générer plus de 150 000 emplois pendant le quinquennat et davantage de revenus. Notre volonté est d'investir pour une agriculture de grande envergure. Ce montant se chiffre à 589 milliards 300 millions de francs, dont 504 milliards 780 millions sont attendus des privés. J'invite le directeur du bureau d'études et d'appui au secteur agricole à présenter en détail les 2 projets phares du programme. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci. En vérité, le cadre institutionnel est tracé. 7 pôles de développement basés sur les caractéristiques agrotechniques de nos régions et les capacités des filières à donner les meilleurs rendements, les meilleurs potentiels. Ces pôles seront gérés, animés par des agences territoriales de développement selon une approche client-résultat. Il s'agira ici de développer les filières pour lesquelles ces pôles ont de la compétence.
Il s'agira à travers des actions structurées et structurantes d'augmenter les productivités, les productions. Il s'agira de travailler pour que les revenus de ceux qui participent à cette activité-là soient améliorés. Mais de façon concrète, j'aborderai 2 groupes de filières. Les filières orientées vers l'exportation, que sont l'anacarde, l'ananas, même nos cultures maraîchères. Mais les filières émergentes, que sont le karité et le soja, viendront exactement compléter ce nombre-là. Au niveau de toutes ces filières, nous aurons à mener des actions agrotechniques pour régler la question du matériel de plantation, du matériel végétal, accompagner la dynamique paysanne par des conseils avisés et dédiés, apporter les services qu'il faut de proximité. Cela passe par des formations adéquates. Des centres de recherche seront collés à chacun de ces pôles qui vont développer les stratégies nouvelles pour doper la productivité au niveau des spéculations phares qui sont développées. Prenons le cas de l'anacarde, par exemple. La production domestique aujourd'hui est de 130 000 tonnes. À l'horizon 2019-2020, nous pourrons travailler sérieusement sur les anciennes plantations pour les mettre aux normes. Les nouvelles plantations seront faites avec des plants greffés, ce qui permettrait de passer de 400 kg/hectare à 700 kg/hectare. Et ce faisant, en 3 ans, nous pouvons passer à 200 000 tonnes et au fin de ce quinquennat, nous pouvons aller à 300 000 tonnes. Mais là n'est pas le problème. La production de noix de cajou est un impératif et les acteurs sont chauds pour le faire. Mais il faut arriver à donner davantage de la valeur ajoutée à cette production-là, d'où la nécessité de prendre les mesures incitatives qu'il faut pour que la transformation domestique puisse aller au moins à 50%. Aujourd'hui, nous sommes autour de 10% de transformation locale, mais les grosses unités seront accompagnées et seront renforcées par des unités familiales, de sorte que l'exploitant qui a au moins 4-5 tonnes de noix pourrait avoir beaucoup à gagner en faisant ce décortiquage domestique de noix à transférer aux unités pour la transformation ultérieure. Le cas de l'ananas, nous sommes aujourd'hui autour de 300 000 tonnes. Les variétés que nous cultivons le mieux et surtout notre pain de sucre est très recherché sur le marché. N'en déplaise aujourd'hui à quelques quoi que nous avons sur l'utilisation de l'étéfon. Mais les technologies que nous mettons en place aujourd'hui permettraient d'avoir du matériel performant lié à chaque chaîne de valeur ajoutée pour nous permettre de produire ce fruit, ce joli fruit, ce fruit savoureux et très doux, à la qualité qu'il faut pour pouvoir être accepté sur différents plats ici et ailleurs. Je voudrais dire qu'à l'horizon 2021, nous aurons jusqu'à 600 000 tonnes d'ananas et il y a une bonne partie qui sera transformée. Le deuxième groupe de spéculation sur lequel il me plaît de pouvoir surfer aujourd'hui, c'est sur les cultures conventionnelles. Notre tube digestif ne peut pas dépendre de l'extérieur. La production domestique de riz ne couvre pas encore nos besoins. Et nous avons de fortes capacités avec les aménagements des bas-fonds, avec les aménagements de nos vallées et avec la production du riz pluvial, couvrir aisément ce besoin-là. Et pourquoi pas, par une technologie appropriée, faire du riz parabole pour servir le voisin qui n'en demande que cela. Je pense aussi aux cultures, à l'aquaculture continentale. En effet, la production actuelle est de 3 000 tonnes l'an. Mais lorsque nous aurons à mettre en place une éclosion de 27 millions d'alevins par jour, d'alevins sexés, lorsque nous aurons à mettre en place 2 grandes unités de production de farine et d'aliments de poissons, nous allons pouvoir occuper nos marais, faire de la production de poissons au sol et hors sol. Et cela, à l'horizon 2021, aller jusqu'à 20 000 tonnes l'an. J'en terminerai avec les cultures, avec les filières conventionnelles pour dire qu'en matière d'élevage, un accent doit être mis sur le petit élevage, sur l'élevage à cycle court, pour essayer, à travers des actions zootechniques et des actions vétérinaires, de faire des vaccinations améliorées, de faire l'habitat, d'assurer l'habitat de nos élevages et surtout arriver à faire une gestion harmonieuse
de ces élevages afin de pouvoir rendre la protéine animale plus facile à consommer. De toutes les façons, l'insémination artificielle sur le gros bétail permettra d'avoir du lait et aussi de la viande. Mais j'avoue que toutes ces choses sont déjà en train d'être carrément travaillées. Chaque pôle connaît les filières pour lesquelles il y a un avantage comparatif. Les études de faisabilité sont déjà en cours. Les organes seront mis en place et je pense que, comme on le dit souvent, la terre ne ment pas, mais la terre sécurisée, amendée, appelle les Béninois au travail. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre, et merci à votre directeur d'agence, Monsieur Gaston Dossoui, qui a réussi à titiller notre palais, à nous mettre un peu l'eau à la bouche avec notre fameux ananas et autres denrées alimentaires citées. Nous sommes ici pour présenter le PAG dans ses différents secteurs clés. Nous enchaînons avec le ministre des Infrastructures et des Transports, Monsieur Hervé Héomé, qui va nous parler tout de suite de comment faire du Bénin une plateforme de services logistiques et d'exportation. Je vous remercie, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs. Aujourd'hui, notre pays est un pays de transit. Mais la nouvelle vision de développement du secteur des transports vise à faire évoluer le Bénin de cet état de pays de transit vers une véritable plateforme de services logistiques et d'exportation. Et pour ce faire, nous devons doter notre pays d'un système intégré d'infrastructures et de services de transport performants. Il me plaît ici de rappeler une fois encore que dans le projet de société du chef de l'État, projet de société clairement traduit dans le programme d'action du gouvernement, il est retenu de faire du tourisme une filière, une véritable filière de développement économique créatrice de richesses et d'emplois. Et lorsqu'on parle de développement du tourisme, on parle forcément de services de transport performants. Et donc, le département ministériel que j'ai l'honneur de diriger a pour objectif stratégique global de gérer et de développer des services et infrastructures de transport pour soutenir la croissance économique et le bien-être social des Béninois. Comme vous le voyez, on parle de soutenir la croissance économique, mais en même temps du bien-être social des Béninois. Et donc le programme d'action du gouvernement pour le ministère des Infrastructures et des Transports compte 8 projets phares et 13 projets prioritaires. En termes de projets phares, nous avons la construction du nouvel aéroport de Glodjigwe. C'est un projet dont l'histoire remonte à plus de 30 ans. Aujourd'hui, le gouvernement est résolu à mettre en œuvre ce projet et à l'achever avant la fin du quinquennat. Nous avons la modernisation et l'extension du port de Cotonou. Et il s'agit d'un véritable programme qui comporte un certain nombre de sous-projets. Nous avons notamment la reconstruction des quais nord du port de Cotonou. Nous avons l'extension du bassin portuaire. Nous avons la réhabilitation de la traverse et la reconstruction du quai Oris. Nous avons également la construction du centre des affaires maritimes. Donc il s'agit pour le port de Cotonou d'un véritable programme de modernisation et d'extension. À cela, il faut ajouter un troisième projet phare qui est la reconstruction des voies autour du port de Cotonou. Il s'agit de la voie que nous appelons aujourd'hui la Marina, quittant l'ancien pont de Cotonou jusqu'à le village Sensad. Il s'agit d'aménager une voie portuaire et une voie urbaine. Le quatrième projet phare, qui est un projet d'envergure sur lequel je reviendrai, il s'agit du contournement nord de Cotonou. En cinquième point, nous avons la construction de l'autoroute Sémé-Porto Novo. Nous avons la construction de la route Djougou, Peyanko, Kéru, Banikwara, la route des 2 KP. Nous avons la construction d'un programme de route de 16 axes routiers qui font un linéaire total de 1362 km répartis sur tout le territoire national. À tout cela, nous avons des projets prioritaires sur lesquels je reviendrai. Les 2 projets que je vais aborder dans cette présentation de lancement du programme d'action du gouvernement, qui sont quand même des projets en vue, sont le projet de construction du nouvel aéroport de Glodjigwe
et la construction du contournement de l'autoroute de contournement nord de Cotonou. Le projet de construction de l'aéroport de Glodjigwe, qui est un projet que nous allons démarrer dans le premier semestre de l'année qui vient, les opérations d'installation et de mise à disposition du site vont commencer dès le premier trimestre. C'est un projet qui est conçu sur un site retenu par le gouvernement, un site de 3028 hectares qui est situé dans l'arrondissement de Glodjigwe, dans la commune d'Abomey-Calavi. En fait, c'est 3 communes qui abritent ce projet. Il y a les communes d'Abomey-Calavi, de Tori et de Zé. Donc, c'est un projet qui est étendu sur les trois communes que je viens de citer. Lié à cet aéroport, il est prévu une voie express de 40 km qui va desservir l'aéroport et qui permettra en un quart d'heure de quitter l'aéroport pour venir au centre-ville. Donc, c'est une voie véritablement express dimensionnée en conséquence qui quittera directement l'aéroport de Glodjigwe pour le centre-ville par la route des pêches. La route des pêches, je ne l'avais pas citée dans le projet phare parce que je voudrais revenir là-dessus. C'est une route que nous sommes en train de redimensionner pour la première phase et dont la deuxième phase devra démarrer au cours du premier semestre de l'année prochaine. Cette route des pêches qui avait une vocation, au départ, une vocation touristique, va doubler sa vocation et prendra une vocation non seulement de touristique, mais également de contournement. Donc, la route express quittant l'aéroport viendra embrancher la route des pêches et débouchera directement au centre-ville. Elle servira également de voie de contournement pour évacuer les camions et les gros porteurs du port de Cotonou. Le contournement de nord de Cotonou, c'est une voie de 40 km qui va quitter le rond-point de Sémin, qui va longer la berge lagunaire depuis Sémin, passera par les quartiers d'Avotrou, Minotchou, va enjamber la lagune de Cotonou et va atterrir à Calavikota, au carrefour de Calavikota, en passant par les berges de Ménotin et de Djonou, où nous allons doubler l'ouvrage de Djonou. Et sur la lagune de Cotonou, il sera érigé un ouvrage d'art, un pont à haubans, qui va dresser une façade majestueuse de cet ouvrage. Voilà globalement les 2 projets phares que je me permets de résumer et sur lesquels nous allons revenir en détail dans d'autres émissions consacrées. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre des Infrastructures et des Transports. Faire du Bénin à l'horizon 2025 une destination de référence en Afrique de l'Ouest et dans le respect de la préservation du patrimoine culturel, c'est possible. Et Monsieur le ministre du Tourisme et de la Culture, Monsieur Ange Nkwe, vous allez nous dire comment. Merci, Madame. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, s'il y a un secteur où la notion de Bénin révélé prend tout son sens, c'est bien le secteur du tourisme. En effet, notre pays, le Bénin, regorge d'immenses potentialités latentes dans le domaine du tourisme et de la culture. Malgré son état embryonnaire, le tourisme occupe aujourd'hui le 2e rang dans les sources d'acquisition de devises et emploie plus de 6% de la population active. L'ambition du gouvernement pour les secteurs du tourisme et de la culture est de faire du Bénin à l'horizon 2021 une destination touristique de référence en Afrique occidentale. Mon ministère, celui du tourisme et de la culture, entend promouvoir de façon durable toutes ces richesses à travers la mise en œuvre de plusieurs mesures et actions de réforme et de projets afin de faire rayonner notre pays sur l'échiquier national, régional et international. Toutes ces réformes et projets financés à près de 700 milliards de nos francs pour les 5 années à venir pourvoiront le secteur de quelques 106 000 emplois. Le patrimoine culturel, trésor incommensurable, sera le levier de ce vaste programme avec à la clé la mise en place de projets structurants tels que l'inscription des biens culturels du Bénin au patrimoine mondial de l'UNESCO,
La promotion des talents et le renforcement des capacités des acteurs culturels, la construction et la mise en exploitation de 12 théâtres de verdure, la mise en place d'un fonds de bonification pour accompagner les acteurs dans le financement des initiatives privées, et ces investissements massifs se traduisent d'ores et déjà au cours de l'année 2017 par un accroissement du budget des investissements du ministère du Tourisme et de la Culture de plus de 1700%, sans compter ceux qui seront effectués dans les projets phares au cours de cette même année. Je voudrais à présent inviter, avec votre permission, mesdames et messieurs, le directeur général de l'Agence nationale de développement des patrimoines et du tourisme à présenter avec plus de détails les projets phares du gouvernement dans le secteur du tourisme. Merci, Monsieur le ministre. Alors, le tourisme au Bénin, c'est un secret à révéler. Le tourisme au Bénin, c'est un secret à découvrir. Le tourisme au Bénin, c'est un secret à partager. Il y a 300 ans, des hommes, des femmes, des enfants, fuyant les razzias esclavagistes, sont allés sur un lac, le lac Nokoué, et ont fondé Ganvié. Ganvié, aujourd'hui, ce sont 30 000 personnes, des hommes, des femmes, des enfants, qui n'ont pas l'eau potable, qui n'ont pas l'électricité. Ce sont des femmes qui, rentrant du marché le soir, la nuit, se perdent parce qu'il fait noir. Ce sont des cases sur pilotis qui, malheureusement, sont en état de délabrement. Ces cases se noient et à l'intérieur de ces cases, il y a des orphelins, il y a des aînés qui se meurent. Dès 2017, pour célébrer les 300 ans de la fondation de Ganvié, le gouvernement a décidé, avant d'en faire un projet touristique, d'en faire un projet social, environnemental et humain. Nous allons redonner la dignité à ces hommes, à ces femmes et ces enfants, en leur apportant l'eau potable, en leur apportant la lumière, en assainissant l'eau dans laquelle ils vivent, en leur redonnant cette fierté qui leur permet d'accueillir l'autre, leur frère, le touriste. Ganvié, c'est l'un des 7 projets phares que le gouvernement a décidé de lancer pour être des têtes de gondole, des vitrines de la destination Bénin. Il y a Bukumbé, où nous connaissons les Tata Somba, mais nous allons en reconstruire d'autres, inviter les habitants à les réinvestir, et vous pourrez découvrir, le touriste pourra découvrir l'expérience unique de vivre ou d'aller voir vivre des gens dans ces habitats qui sont dans un paysage assez exceptionnel, paysage de baobab et de terre rouge. Il y a Abomey, qu'on ne présente plus, la cité royale. Mais nous allons, à côté des palais traditionnels, construire un nouveau musée. Un musée dont l'habillage sera traditionnel, mais l'intérieur sera de la haute technologie, avec du 3D, du 5D, de l'immersion, une vie avec les Amazones, revivre des scènes de ces grands rois qui ont fondé le Dahomey. Attenant à ce musée, il y aura une arène de sortie du vaudou non masqué. À Porto Novo, puisqu'on parle du vaudou, il y aura le premier musée international des arts, cultures et civilisations vaudou. Le vaudou, c'est notre religion, mais nous allons surtout célébrer la culture, les cultures que cette religion a générées. Aimé Césaire disait « Chaque peuple doit trouver son apport à l'humanité, son essence à l'humanité. » Le vaudou, c'est notre apport à l'humanité. Et nous allons le célébrer dans ses cultures, dans ses arts et sa civilisation. Et attenant à ce musée que nous allons construire avec les plus grands groupes, je pense notamment au Smithsonian, qui viennent de construire le merveilleux musée des arts et de l'histoire des Noirs américains à Washington. Attenant à ce musée, il y aura une arène de sortie du vaudou masqué. Ouida, où 2 projets sont développés. Le premier, c'est prolongeant la route des pêches, des stations balnéaires, pour que les Béninois puissent enfin profiter de l'océan Atlantique, le touriste également. Et puis, dans Ouida même, la reconstitution à l'identique de la cité historique de Ouida. Et nous visons ici
principalement, pas exclusivement, mais principalement, le tourisme mémoriel de tous nos frères qui, par l'esclavage, on retrouve la boucle avec Danvier, sont partis et sont aujourd'hui une richesse que nous voulons, en quête de leur identité, que nous voulons accompagner. La Pendjari, enfin, où nous avons le plus grand parc animalier d'Afrique de l'Ouest. C'est un Éden menacé. Il y a des braconnages, il y a des éléphants qui sont tués au quotidien. Nous allons reprendre en main, dès 2017, ce parc, le rendre plus giboyeux, y faire des installations, ramener le tourisme de safari, le tourisme de famille au cœur de notre projet par la Pendjari et le parc W. Voilà les 7 projets phares qui vont vraiment servir de vitrine à cette volonté. Et cette volonté, au-delà de la volonté, nous avons une conviction. Le président de la République, le gouvernement, nous avons une conviction que la clé du développement, de la création d'emplois, de la création de richesses pour le Bénin, c'est le tourisme. Vous savez pourquoi? Il vous suffit de regarder la carte de notre pays. Regardez-la attentivement et vous verrez qu'elle a la forme d'une clé. Le Bénin a la forme d'une clé. Et le tourisme est cette clé qui va nous ouvrir au monde, qui va révéler aux Béninois la richesse de leur patrimoine, aux Africains qui nous sommes et au reste du monde, quelle est la force et la puissance de notre patrimoine et de notre tourisme. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur José Plia. Merci de nous faire rêver, de faire en sorte que tout cela ne reste pas à l'étape de rêve, mais que cela se concrétise pour le bonheur de nous tous. Alors, nous avançons donc dans cet exercice et nous attaquons maintenant le domaine de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Renforcer le tissu industriel du pays, encourager les entrepreneurs locaux. Cette volonté s'accompagne d'actions claires et concrètes et je vous invite, Monsieur Lazare Cereto, à nous détailler tout cela. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, dans le cadre de la transformation structurelle de l'économie béninoise, l'industrie, le commerce, les petites et moyennes entreprises, y compris l'artisanat, constituent, disons, des secteurs essentiels. À cet effet, nous avons estimé qu'il faut élaborer et prendre un certain nombre de mesures. Nous déclinerons ici 5 mesures. Première mesure, nous avons à faciliter l'installation de grands groupes industriels désirant produire pour le marché régional grâce à des procédures administratives plus simples et à des mesures fiscales incitatives. Il s'agit concrètement d'intégrer la zone franche et les zones industrielles actuelles à une approche de création de zones économiques spéciales pour que les grands groupes dans le monde qui le désirent aient des raisons de venir au Bénin, aient des raisons de venir s'installer. Deuxième mesure, dynamiser l'exportation et les échanges avec la sous-région. Pour mettre en œuvre cette mesure, nous allons créer une ou plusieurs zones d'échange agricoles et semi-industrielles à nos frontières, selon l'évolution de la dynamique du marché. Nous allons procéder à la labellisation des produits de l'agrobusiness béninois. Nous avons labellisé cette année l'ananas. Les autres produits vont poursuivre, on va poursuivre avec les autres produits pour pouvoir les labelliser afin de faciliter l'exportation de ces produits. Nous allons mettre en place des bureaux commerciaux pour assister nos opérateurs économiques dans un certain nombre de pays stratégiques. Nous avons déjà commencé, dans les jours qui viennent, un bureau sera ouvert à Shenzhen en Chine et à Riyad dans le Golfe. Nous allons mettre en œuvre un bureau et un mécanisme qui nous permettent d'accompagner les opérateurs économiques
qui sont éligibles à un certain nombre d'accords commerciaux que nous avons signés, par exemple, avec la Chine, avec le Japon, grâce au TICAD, avec les États-Unis, grâce à la loi AGOA, etc. La mesure 3, c'est de restructurer et de mettre à niveau nos micro, petites et moyennes entreprises. Ces entreprises pourront servir de support pour porter l'ensemble des ambitions que nous avons et qui ont été déclinées jusque-là. Nous allons travailler à faire en sorte qu'au moins, par an, 5000 micro-entreprises puissent être accompagnées. Par exemple, les femmes qui sont très actives dans la restauration. Nous allons travailler à ce que 150 à 200 petites et moyennes entreprises soient accompagnées. Par exemple, si nous voulons accompagner le tourisme, nos maquis et restaurants. Si nous voulons accompagner l'alimentation, la nutrition de bonne qualité de nos concitoyens, il y a les boulangeries et la pâtisserie. Mais il y a aussi les arts de décoration. Il y a le tissage et la confection. Il y a l'artisanat du bois. Nous allons accompagner aussi l'ensemble des petites et moyennes entreprises, une bonne partie des petites et moyennes entreprises qui vont émerger grâce à la promotion de l'économie numérique et grâce à la promotion du tourisme. La mesure 4, c'est les dispositifs et les mécanismes de financement adaptés aux spécificités des entreprises que je viens d'évoquer. La 5e et dernière mesure que je voudrais vous décliner concerne le renforcement de l'infrastructure qualité et la facilitation de l'accès à ces infrastructures qualité. Ainsi, nous allons la création est en cours, nous allons créer 8 régions météorologiques dans notre pays pour couvrir l'ensemble du territoire national. Et dès 2017, ces régions météorologiques seront équipées et dotées de ressources afin que l'État joue ses rôles régaliens de contrôle de la qualité et des normes des produits qui circulent à l'intérieur du pays ou des produits qui sont destinés à l'exportation. Il s'agit pour nous ici de faire en sorte que notre pays ne soit plus un pays où tout circule n'importe comment et à n'importe quelle qualité, et assainir notre marché et protéger nos consommateurs et protéger notre environnement. En somme, le gouvernement voudrait, à travers le secteur de l'industrie, du commerce, des PME et de l'artisanat, le gouvernement voudrait créer un nouvel environnement des affaires afin que le Bénin tire le meilleur possible du commerce, que le Bénin renforce la compétitivité de ses entreprises et favorise la valorisation et la création massive des emplois pour les jeunes et pour l'ensemble de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons clôturer ce panel avec la présentation de Madame la Ministre de l'Économie numérique et de la Communication. Donc, avec la création de ce département, qui est quand même une nouveauté, le Bénin ambitionne de rejoindre la révolution digitale en cours dans le monde. Et Madame, vous êtes en charge de ce poste, comme je le dis, inédit, sans précédent dans notre pays. Vous allez nous révéler votre plan d'action et les objectifs que vous vous fixez, comment les atteindre. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes. Le numérique est un nouveau levier de croissance pour l'économie béninoise. Comme nous le savons tous, une révolution digitale est en cours dans le monde entier. Et notre gouvernement s'est préparé pour en tirer les bénéfices. L'objectif que nous nous sommes fixés, c'est de pouvoir véritablement transformer le Bénin en une plateforme de services numériques pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale d'ici 2021. C'est un grand défi. Pour le relever,
nous avons déjà entrepris le développement des infrastructures par le maillage territorial pour connecter à l'Internet haut débit nos 77 communes. À cet effet, d'ici fin 2018, nous allons déployer plus de 5000 km de fibres optiques. Ceci nous aidera à porter le taux de pénétration actuel qui est à 20% à 50%. Car, comme vous le savez, l'Internet est le fondement d'une économie qui aspire à être numérique. La plupart des services gouvernementaux seront simplifiés et numérisés de manière à être accessibles désormais même via le téléphone portable. Nous allons aussi, au niveau de mon ministère, connecter toutes nos universités, les écoles secondaires et les établissements professionnels à Internet. Ceci permettra à nos élèves et à nos étudiants d'avoir un accès illimité aux ressources didactiques disponibles dans les bibliothèques du monde entier. Nous allons aussi, pour stimuler la création d'emplois, créer des incubateurs d'entreprises numériques pour favoriser le développement d'un écosystème numérique résilient pour le développement et inculquer véritablement la culture du numérique à nos compatriotes. L'objectif est de créer en 5 ans plus de 100 000 emplois directs et indirects. La transition vers la télévision numérique, puisque nous avons une télévision analogique aujourd'hui, est un projet majeur auquel nous nous attelons actuellement pour donner la possibilité à tous les Béninois, et ceux sur toute l'étendue de notre territoire, la télévision avec une amélioration non seulement de la qualité de l'image, mais du contenu et des programmes audiovisuels. Des programmes dont les contenus valorisent nos cultures et nos traditions. Le développement et la généralisation de l'e-commerce connecteront tous les acteurs entre eux et entre tous les autres acteurs susceptibles d'apporter des produits dans un marché international, y compris nos producteurs, les artisans, les petits commerçants et autres professionnels. Il y a de très grandes réformes qui sont en cours pour assainir dans notre pays le secteur des télécommunications, pour simplement permettre aux opérateurs GSM et tous les autres d'offrir à nos populations des offres innovantes qui reflètent notre temps, surtout de qualité et à moindre coût. D'autres projets sont en cours. Je voudrais, avec votre permission, inviter le directeur de l'Agence du numérique à donner un peu plus de détails. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Pour réaliser notre ambition numérique, il est critique. La première étape, c'est absolument de créer le réseau haut débit, le réseau très haut débit, qui va permettre d'asseoir les services et d'asseoir les applications dont nous avons besoin. Nous avons commencé. Et en 2017, vous verrez la réhabilitation en fibre optique de l'axe Cotonou-Malanville. Vous verrez l'addition, à peu près 1000 km, vous verrez l'addition d'autres projets en fibre optique, 1000 km supplémentaires pour connecter la majorité de nos 77 communes. Et vous verrez la mise en place, Madame la Ministre l'a souligné, de l'infrastructure TNT. À cela, il faut rajouter les investissements privés. Les opérateurs mobiles, les fournisseurs d'accès Internet vont investir dans les derniers mètres pour connecter les particuliers, mais aussi les entreprises en haut débit. Le résultat, on ne se posera plus la question de savoir si on aura de l'Internet, on l'aura pour communiquer, pour étudier en ligne,
pour consulter les dossiers et pour interagir en tant qu'utilisateur avec l'administration. En parallèle, nous allons améliorer le fonctionnement de l'administration, le rendre plus performant avec l'usage du numérique. Plusieurs projets sont prévus. Par exemple, créer une administration connectée, ce qui améliorera la collaboration entre les différents secteurs, mais aussi favorisera la bonne gouvernance. Construire des centres de données au Bénin, pour le Bénin, avec une sécurité robuste. Simplifier les procédures administratives, créer de nouveaux services vers les citoyens, je pense à l'état civil, le permis de conduire, la consultation des dossiers en ligne, les paiements électroniques. L'élément catalyseur, et ça a déjà été souligné, c'est la mise en place de l'identifiant unique pour chacun de nous, avec ses multiples usages, par des départements ministériels, mais aussi par le privé, sous un contrôle strict. Le projet est lancé. La réalisation des projets du numérique s'accompagne nécessairement de réformes. Par exemple, je vais vous en donner deux. Un code du numérique qui rassemble les textes législatifs et réglementaires du numérique, y compris sur la cybersécurité, y compris sur la validité juridique des textes dématérialisés ou des signatures électroniques. La deuxième réforme, c'est la restructuration des entreprises publiques du secteur des télécommunications. Il nous faut, de ce côté-là, une gestion différente, plus efficace. Une fois mise en place, il ne s'agira plus de faire de longs trajets pour demander des documents administratifs, mais vous pourrez le faire en ligne de n'importe où. Il ne s'agira plus d'avoir des longues files d'attente pour payer vos impôts ou pour payer vos factures, vous pourrez le faire dans le confort de chez vous. La réalisation des projets du numérique fera passer le Bénin dans le monde moderne et globalisé de demain. Des nouvelles opportunités se feront jour. Nous en bénéficierons tous. C'est l'affaire de nous tous. Je vous remercie. Merci, M. Serge Adjovi, et merci, Madame la ministre de l'Économie numérique et de la Communication, Madame Rafiatou Monroux. Et je vais, comme pour le panel précédent, demander respectueusement, Monsieur le Président de la République, s'il voudrait intervenir sur ce panel également. Il y a un aspect de notre programme qu'il convient de préciser, sur lequel il faut donner des clarifications. Notre pays est un État laïque. Nous n'avons pas la vocation de faire la promotion du vaudou, nous n'avons pas le droit. Tout à l'heure, dans le programme touristique, nous avons évoqué que le Bénin vendra au monde entier son patrimoine culturel vaudou. Peut-être que cela a été dit trop vite. Nous n'avons pas l'intention de faire la promotion de la spiritualité vaudou. Nous n'avons pas l'intention de faire la promotion de la religion vaudou. Mais nous devons reconnaître que nous avons une histoire, nous avons une origine. Nous venons de quelque part. Nous entendons souvent les Européens dire que l'Europe occidentale est de culture judéo-chrétienne. Pourtant, tous les pays d'Europe sont laïques. Et ils revendiquent leur histoire, leur culture, qui provient de l'activité spirituelle de leurs aïeuls. Convient de rappeler que les communautés humaines, quelle que soit l'époque et quelle que soit la région, ont développé l'expression culturelle artistique à partir des besoins spirituels. Que ce soit en Asie, en Europe, en Amérique, quelle que soit l'époque, quand l'homme a créé Dieu, excusez-moi le terme, quand l'homme a créé les dieux, quand l'homme a créé sa pratique spirituelle, a trouvé nécessaire de donner une explication à ces mystères, donc a découvert le surnaturel, a découvert Dieu. Les hommes ont eu besoin
d'honorer Dieu, d'honorer leur divinité. Et c'est par là que sont nées la plupart des expressions culturelles artistiques. Il faut le savoir. Et il faut avoir le courage de dire, mais nous provenons d'où? Si l'Europe a de culture judéo-chrétienne, si l'Orient aujourd'hui se réclame d'une culture islamique, l'Afrique est de quelle culture? Nos parents étaient des païens, nos aïeuls étaient des païens. Et ils ont créé les danses, ils ont créé le dessin, les masques. Et c'est cela qui a constitué notre patrimoine culturel et qui inspire nos artistes. L'Afrique est de culture vaudou. Aujourd'hui, l'Afrique est laïque. Elle est musulmane. Elle est catholique. Elle est même bouddhiste, parfois. Mais elle est de culture vaudou. Nous allons commercialiser nos valeurs culturelles. Nous allons révéler au monde ce patrimoine si riche, si intense, si beau. Et le monde aura du plaisir à le découvrir. Allez s'asseoir dans une arène pour regarder les Galédés danser n'a rien de spirituel. Ce n'est pas une adhésion à la spiritualité vaudou. Combien de fois les touristes vont visiter la mosquée de Casa parce que c'est une œuvre architecturale extraordinaire. Combien les touristes vont en Chine, en Inde, visiter les temples. Pourtant, ils ne sont pas bouddhistes. Il y a un pays très touristique, Bali. Combien de millions de touristes sont déversés sur Bali, rien que pour la culture balinaise. À Bali, les plages ne sont pas extraordinaires, il n'y a pas grand-chose. Mais il y a leur culture, la crémation de leurs morts. Parfois, nous sommes heurtés par cela parce que ce n'est pas de notre culture. Mais notre curiosité nous attire vers cela pour découvrir ce que c'est. Les temples hindouistes, si riches, attirent la curiosité. Le Bénin fera autant. Parce que les autres savent profiter de la culture. Ils savent le vendre. Les autres n'ont pas de complexe. Ils savent la vendre. Nous aussi, nous allons être décomplexés. Et nous allons vendre au monde entier ce que nous avons. Nous allons investir massivement pour révéler au monde ce que nous avons de particulier. Et en cela, je voudrais que les uns et les autres aient la grandeur et l'ouverture d'esprit qu'il faut pour accompagner cette politique d'investissement et de promotion des valeurs que nos parents, nos ancêtres nous ont laissées. Leurs valeurs culturelles, la manière dont ils dansaient, la manière dont ils faisaient parfois s'être aimés pour les rituels. Vous savez, les Brésiliens, aujourd'hui, commercialisent au plan touristique des mets qui étaient les seules façons de manger de leurs aïeuls esclaves. Mais c'est devenu pour eux un patrimoine culinaire. Le passé, quelle que soit sa douleur, quelles que soient les souffrances qu'il a pu générer à nos aïeuls, peut devenir un patrimoine commercialisable. L'esclavage. Combien nos aïeuls ont souffert de cela? Mais on ne va pas regarder derrière, nous ne sommes pas dans la revendication. Mais nous allons matérialiser au Bénin. Nous allons réinventer les reliques de l'esclavage parce que c'est l'histoire de l'homme, c'est l'histoire de l'humanité.
Et nous allons créer cet espace dans lequel on va revivre ce qu'était l'esclavage il y a 200, 300 ans. On va avoir la chair de poule quand on va rentrer dans ce territoire à Ouida, qui va ressembler à ce qu'était cette contrée il y a des siècles. C'est tout simplement cela, l'identification de ce qui fait l'histoire de notre pays, l'histoire de notre communauté. Et si nous sommes capables d'en faire un patrimoine, nous y gagnerons. Merci, je tenais à le préciser. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Chers téléspectateurs, merci de nous rester fidèles.